face à une demande régionale en constante progression et à une dépendance persistante aux importations, Khalilou Silla échange avec Africa 24 sur les stratégies déployées par la CEDEAO pour accélérer la transformation de la filière rizicole et renforcer la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Monsieur Khalilou Silla, bienvenue sur Africa 24. Le riz représente près de 40% de la consommation céréalière en Afrique de l'Ouest et la demande progresse de 4% par an. La production n'augmente que de 3%. Comment la CEDEAO compte-t-elle combler cet écart de croissance qui se creuse chaque année? D'abord, il faut comprendre qu'on ne peut pas faire de différence, on n'adresse pas une politique agricole globale pour l'agriculture, j'allais dire, et avec une composante riz. La CEDEAO a d'ailleurs commencé à mettre en place ce qu'on appelle une politique agricole qui prend en compte un ensemble d'éléments, du financement, j'allais dire tout l'écosystème de l'agriculture, la recherche, le financement, les infrastructures, l'industrialisation, etc. Donc c'est un élément important. Pourquoi c'est important? Parce que pour nous, à la CEDEAO, nous pensons que c'est l'écosystème qui fait le changement. On ne peut pas faire ce changement avec les éléments statistiques que vous présentez sans un écosystème viable qui permet aux acteurs de travailler dans une synergie de changement. C'est le premier élément. Et nous le faisons en faisant en sorte que la CEDEAO, j'allais dire, prend le leadership de tous ces changements, mais avec l'ensemble des organisations régionales d'Afrique de l'Ouest. C'est un élément absolument important. Quand on l'a fait, on a un appui pays. Pourquoi un appui pays? Quand on a établi une politique régionale, notre second curseur, après le régional, c'est le national. Sur le curseur national, nous aidons le pays à établir une politique en lien à la politique régionale et à avoir des politiques d'investissement. C'est unique dans l'écosystème africain. Ensuite, nous faisons le pont avec le monde, à travers la Banque mondiale notamment, la BAD, etc., pour que nous puissions remobiliser, pas seulement les ressources financières, mais aussi les ressources techniques pour aider les pays à faire l'irrigation, à faire le stockage, etc., etc. Et la recherche aussi mondiale. C'est un élément extrêmement important. La feuille de route régionale vise 100% d'autosuffisance en 2035. Quel niveau d'autosuffisance la région doit-elle atteindre dès 2030 pour rester sur la bonne trajectoire? Nous pensons que en 1935, nous avons l'autosuffisance. Donc, cela veut dire qu'autour de 2030, nous devons être autour de 80-90%. C'est l'objectif recherché. Vous savez, cette région est une région formidable, où on a quelque chose d'exceptionnel, des engagements tout à fait exceptionnels. Je pense que les ingrédients du succès, nous les avons un peu oubliés. On ne peut pas avoir une région, un pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, premier producteur mondial de cacao. C'est des petits producteurs, c'est 3 hectares. 3 hectares, ils sont premiers producteurs mondiaux devant tout ce qu'on a comme 200 hectares dans le monde entier. Un engagement fort et un savoir-faire extraordinaire. Mais ces success stories, c'est 3 choses. Que tous nos pays adoptent, que vous partez au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, il y a 3 choses. La recherche, on a un marché où l'État est présent en fixant un peu les prix, et puis l'État est présent entre les paysans et le niveau mondial. Et on essaie de faire un début de transformation. Dans toutes les success stories de notre agriculture au niveau mondial, c'est là, c'est ces 3 éléments. Mais on ne l'a pas au niveau du riz. Il faut faire en sorte que nous puissions translater tous ces bons résultats au niveau rizicole. Mais on a des pays qui ont des résultats importants. Par exemple, le Nigeria, en 5 ans, a fait un bond extraordinaire. Le Ghana est en train de suivre. Bon, il n'y a pas de doute que nous allons réussir cela. Et l'agenda régional est juste, j'allais dire, juste un écosystème régional pour mieux accompagner les pays, pour faire en sorte que ces pays-là puissent aller à l'autosuffisance et pour faire en sorte que nous puissions avoir 3 messages nouveaux. Un message d'irrigation, d'infrastructure, un message de marché avec tout ce que cela concerne comme infrastructure de marché, et puis un message très important de recherche de financement, recherche agronomique, recherche de partenariat dans un écosystème qui est totalement différent, avec le secteur privé au centre. Parce que vous savez, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, en Afrique, et probablement en Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens pensent que l'agriculture, c'est un secteur social. C'est des pauvres gens qui n'ont rien à faire qu'il faut aider. Erreur. Cette erreur, il faut la changer. Et on peut la changer parce que beaucoup ne le savent pas. Si on demande aux Africains, aux journalistes, qui est le premier investisseur en agriculture en Afrique, tout le monde vous dira, et les États, la Banque mondiale et les autres. Non, c'est les petits agriculteurs eux-mêmes. Plus de 60% des investissements, c'est d'abord eux. C'est un message fort. Ils sont des gens engagés, il faut nous trouver l'écosystème. Et c'est cet écosystème que nous mettons en place avec la Banque mondiale, avec la BAD et les autres partenaires.
Près de 90% de la production agricole reste dépendante de la pluviométrie. Le changement climatique constitue-t-il aujourd'hui la principale menace pour l'objectif d'autosuffisance fixé à 2035? Le changement climatique est l'un des plus gros enjeux. Il est un enjeu important pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a du mal à avoir de la prévisibilité. Nous avons des petits producteurs. Ils doivent savoir quand il pleut. Les mécanismes qu'ils utilisent pour pouvoir voir la pluie, pour pouvoir prédire la pluie, à cause du changement climatique, les insectes et ces arbres ont disparu. Donc, ils sont dans un moment d'incertitude. C'est le plus grand élément dans le changement climatique. On ne peut plus prévoir. Et les paysans, quand ils ne peuvent pas prévoir, c'est difficile pour eux de pouvoir faire le planting, pour pouvoir commencer à faire les semences. C'est un élément important. Le deuxième élément important que le changement climatique peut introduire, c'est des nouvelles maladies. Vous avez des nouvelles maladies pour le manioc, pour le cacao. Il y a aussi qui émergent pour le riz. Ces maladies-là ne sont plus connues par nos agronomes. La troisième chose que le changement climatique introduit dans nos pays et qui est important, c'est les maladies pour les hommes. Les maladies qui ont disparu, comme la dengue qui n'existait plus dans notre région depuis 1970, refont leur apparition. Donc, les médecins de maintenant aussi ont du mal à comprendre ce que c'est. Donc toutes ces choses ensemble font que le changement climatique est un défi majeur et nous devons y faire face. Ce n'est pas juste un buzz politique, mais c'est une réalité parce que ça met en cause notre bien commun, la biodiversité. C'est-à-dire ce que nous avons de plus cher, qui va faire en sorte que nous puissions nourrir le monde demain, c'est d'abord la biodiversité. Les différents séments de riz, par exemple, qui sont en train de disparaître. C'est quelque chose d'extrêmement important si on n'a pas la biodiversité. Parce que le changement climatique fait que nous perdons des types de riz, des types de plantes, des types d'écosystèmes végétaux. Nous sommes en danger. C'est l'humanité qui est en danger. Les femmes assurent plus de 50% de la transformation et du commerce du riz. Quelle est leur place réelle dans les plans d'investissement? Par ailleurs, comment rendre la riziculture attractive pour les jeunes qui forment plus de 60% de la population afin de créer des emplois massifs? Non, les femmes ont une place importante, pas seulement dans le système de production, mais dans la commercialisation des produits agricoles. 70% de la production, c'est les femmes. Je dois avouer que c'est pour ça que je dis qu'il faut inventer un nouveau mécanisme. Je crois qu'un des gros problèmes de l'Afrique, et c'est un problème pernicieux, et sur lequel je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution. On a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs économistes, etc., formés à l'extérieur, dans les meilleures universités américaines, européennes. Mais l'une des choses que nous devons réussir à faire, c'est comment trouver des mécanismes appropriés, c'est comment trouver des mécanismes qui sont adaptés à nos populations. Regardez les femmes. Je vais vous raconter quelque chose qui sont du domaine de l'invraisemblable. On dit en Afrique de l'Ouest que le commerce intra-africain est très faible, en Afrique de l'Ouest, qu'il est de 15%. Nous avions mis en place un mécanisme de contrôle aux frontières, pas de contrôle de recensement des produits qui traversent les frontières dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes rendus compte qu'en réalité, le commerce intra-africain de l'Ouest est de 30%. Vous voyez? Et elle est due essentiellement aux femmes pour 70%, le commerce agricole, 70%. Mais quand vous mettez des mécanismes en place, notamment tout ce que nos pays ont, le minimum qu'on demande, c'est beaucoup de papiers pour traverser les frontières. Alors, avec le Ghana, on a mis en place un mécanisme Côte d'Ivoire-Ghana, très simplifié, où on demande aux gens d'envoyer simplement la carte d'identité et la valeur du produit. Mais on s'est rendu compte que les femmes ne pouvaient pas le donner. Mais pourquoi? Mais parce qu'elles achètent les produits avec les paysans qui n'ont pas de reçu. Les pertes post-récolte représentent parfois entre 15 et 30% de la production selon les filières. Combien de tonnes de riz pourraient être sauvées grâce à de meilleurs systèmes de stockage et de transformation? Un des gros problèmes qu'on a dans l'agriculture, ça revient à la même chose, c'est qu'on a des banquiers qui sont formés à Londres et à Paris. Sauf que pour un banquier formé à Londres et à Paris, quand tu dois donner un crédit, il va vous demander, il faut qu'il y ait un expert comptable lui donner un rapport d'expertise comptable. Mais aucun paysan n'est là, donc les paysans ne peuvent pas avoir accès au crédit. Au-delà de cette perception de formatage qu'on a dans nos régions, mais il faut reconnaître que c'est très difficile d'investir dans le milieu rural. D'abord, le premier risque, c'est un risque climatique. Il peut ne pas pleuvoir. Quand vous donnez crédit à quelqu'un, il ne pleut pas. La terre ne leur appartient pas, ils n'ont pas de papier pour la terre. Les prix ne sont pas fixés, les prix peuvent vaciller d'année en année. C'est des questions qui sont difficiles pour un banquier de cerner ces problèmes. Mais encore une fois, une des grosses questions, c'est comment on trouve des mécanismes qui permettent de mitiger le risque et d'avancer. Et dans la région, on a eu des solutions immenses.
Monsieur Kalilou Silla, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.